Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. On commence par les titres. Première journée scientifique de la médecine d'urgence en Mauritanie. Baisse du budget de l'État, on en parle dans cette édition. Après des mois de grève, les médecins résidents ont trouvé une solution avec le ministre de la Santé. Le jeu d'échecs, pourquoi la Mauritanie est-elle absente des podiums? Je vous le disais dans les titres, le ministère de la Santé a lancé ce jeudi la première journée scientifique dédiée à la médecine d'urgence en Mauritanie. L'objectif, améliorer les soins d'urgence et développer les infrastructures sanitaires. Le SAMU est devenu un établissement public à caractère administratif, signe de l'engagement du gouvernement à renforcer ce secteur. En peu de temps, elle a obtenu des résultats concrets et souligne l'importance de la médecine d'urgence dans la réponse aux situations critiques qui menacent directement la santé des citoyens. Nous avons avec nous ce soir Cheikh Moustapha Ferebi, directeur du SAMU. Bonjour Cheikh El Moustapha. Bonjour. Alors, quels sont les principaux objectifs de la première journée scientifique de la médecine d'urgence en Mauritanie? Merci pour l'invitation. En fait, comme vous savez, le SAMU vient de fêter sa première année d'existence. Le SAMU, c'est le service d'aide médicale urgente, en fait, qui assure un maillot qui manque de notre système de santé, qui est la médecine préhospitalière. Comme vous savez, nous avons ce que nous appelons les maladies sensibles au facteur temps. C'est-à-dire les maladies où le malade, pour se soigner, n'a pas le temps de se déplacer vers l'hôpital. Donc, c'est l'hôpital qui doit se déplacer le voir. Et donc, par conséquent, c'était l'occasion pour faire un peu le bilan de cette année, voir les réalisations qui ont été faites, les défis et se projeter un peu vers l'avenir pour voir ce que nous allons faire pour les prochaines années. Vous savez que la médecine d'urgence, c'est une spécialité qui vient de commencer en Mauritanie. Alors, comment les services du SAMU contribueront-ils à améliorer la réponse du système de santé aux situations d'urgence? Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour certaines maladies qui sont sensibles au facteur temps, comme les traumatismes au cours des accidents de la voie publique, comme les arrêts cardio-respiratoires ou même les infarctus du myocarde, comme les hémorragies aiguës et les convulsions chez les enfants, plein des urgences qui nécessitent que la prise en charge du malade commence du lieu de l'accident. Donc c'est dans ce sens que le ministère de la Santé a créé ce programme qui existe d'ailleurs partout un peu dans le monde pour répondre à cet appel urgent, ce qui va permettre de juguler un peu l'urgence sur place, transporter en transport médicaliser le patient vers l'hôpital et vers un hôpital qui est prêt pour le prendre en charge et averti. Et averti parce qu'il y a aussi le rôle de la régulation que le SAMU assure. Donc, tous les moyens nécessaires pour sauver ce patient vont être mis en place du point de vue logistique et humain. C'est-à-dire même les ressources humaines, les spécialistes qui doivent être présents, médecins, anesthésistes, réanimateurs, chirurgiens et d'autres, et même le matériel nécessaire pour aussi prendre en charge le malade. Et enfin, ce service a-t-il contribué à réduire le taux de mortalité dû aux accidents de la route? Oui, nous avons constaté, comme certainement vous avez constaté lors de la présentation de cette matinée, que malgré l'augmentation en nombre des accidents de la voie publique et même l'augmentation parfois de leur gravité, le nombre de la mortalité a été réduit. Nous ne visons pas tout simplement réduire la mortalité liée aux accidents de la voie publique, qui était notre premier objectif pour notre dispositif, mais aussi réduire la mortalité liée aux accidents cardiaques, réduire la mortalité maternelle et infantile, qui a des chiffres qui sont un peu encore inquiétants en Mauritanie. 424 décès maternels par 100 000 naissances suivantes, ça c'est un chiffre qui est très important. Donc, le SAMU commence à réduire cette mortalité, ce que nous appelons la mortalité précoce ou les décès évitables. Alors, Cheikh El Moustapha Ferebi, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci madame pour votre aide. Merci. Pour toujours plus d'informations sur ce sujet, avec nous ce soir,
Mohamed Lemine Vadel, président du mouvement Ensemble pour réduire les accidents. Pensez-vous que le SAMU a contribué à réduire les effets des accidents de la route ? Tout en reconnaissant que le SAMU souffre encore de certains problèmes, en matière de sécurité routière, nous pouvons dire qu'il y a eu un grand progrès à ce niveau et nous le reconnaissons. En 2019, nous avons adressé une pétition au président de la République avec plusieurs revendications, notamment le déploiement de voitures sur les routes, car il n'y a pas la moindre ambulance sur la route. L'organisation a été appelée à la fin de l'année 2019 après avoir déployé 3 ambulances sur la route. Ensuite, l'aide médicale a commencé à intervenir, dans 1800 accidents. C'est ainsi que 6000 blessés ont bénéficié de ces services. En tout, 259 ambulances ont été mobilisées sur les axes ciblés à raison d'un véhicule tous les 50 km. Auparavant, les victimes d'accidents étaient transportées dans des véhicules de transport, comme des bagages, ce qui mettait leur vie en péril. Par conséquent, des progrès importants ont été réalisés à cet égard. Selon vous, pourquoi y a-t-il tant d'accidents sur certaines sections routières, par exemple le tronçon Nouakchott-Alec ? Le tronçon Nouakchott-Alec est le plus dangereux, et c'est tout à fait logique. La route de l'Espoir relie Sivileya et l'État du Mali également, est le théâtre de la plupart des accidents de la route. Par conséquent, la pression est grande. Les réparations de la route ont toujours été réalisées dans les plus brefs délais. L'ouvrage date des années 1970. À cela s'ajoutent des virages sur le tronçon Nouakchott-Boutilimite, qui augmentent le nombre d'accidents. Les statistiques officielles indiquent qu'un tiers des accidents de la circulation sont enregistrés sur le tronçon Nouakchott-Alec, ce qui ne veut pas dire que les autres tronçons ne sont pas aussi dangereux. Dans notre pétition adressée au président, nous avons demandé la construction d'une route à 2 voies entre Nouakchott et Boutilimite. Merci M. Vadel d'avoir répondu à nos questions. Restrictions budgétaires pour l'année 2024. Le gouvernement a approuvé un projet de loi de finances rectificative pour 2024. L'objectif, adapter le budget aux nouvelles dynamiques économiques. Cette décision tient compte de la pression imposée par les besoins croissants et les engagements internationaux, notamment avec le FMI. Malgré cette baisse du budget, le gouvernement compte bien maintenir le développement, renforcer la défense, mettre en œuvre des réformes structurelles pour améliorer les conditions de vie des citoyens et accélérer les grands projets. Le ministre de l'Économie et des Finances, Sid Ahmed Ouloubou, s'est exprimé sur le sujet. Écoutez-le. Le premier objectif est d'aligner les politiques budgétaires sur les priorités du programme du président de la République et de faire en sorte que le programme du gouvernement annoncé devant le Parlement tienne compte des axes fondamentaux du programme du président de la République et que, pour ce faire, soient mobilisés les fonds nécessaires à la mise en œuvre de projets structurants bénéfiques pour les citoyens. L'accélération de la réalisation des grands projets en cours d'exécution, la levée des obstacles qui les empêchent ou les ralentissent. La conception et le lancement de programmes prioritaires visant l'amélioration des conditions de vie de la population et effectuer les études nécessaires aux réformes de base, notamment la réforme des textes juridiques réglementant les investissements et le renforcement des capacités de défense de notre pays. Qu'est-ce qui change dans le nouveau budget pour l'année 2024? Réponse dans ce clip infographique. Regardez. Ahmed Mohamedou, conseiller chargé de communication, s'est exprimé sur le sujet. On l'écoute. La révision qui a été effectuée, comme l'a mentionné le ministre de l'Économie et des Finances dans la déclaration qu'il a faite à la presse à ce sujet, a en réalité constitué une organisation précise et rigoureuse. Elle a permis de réorganiser les priorités en libérant des marges budgétaires à partir du budget initial et en les réaffectant à des secteurs tels que la santé et les ressources en eau qui, comme vous le savez, sont à ce stade l'une des priorités. La grève des médecins résidant en Mauritanie constitue un défi majeur pour le système de santé. Elle en dit long sur les pressions dans le secteur. Les médecins demandent de meilleures conditions de travail,
des salaires plus élevés et une formation spécialisée. Parallèlement, le président Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani a lancé un programme visant à améliorer le secteur de la santé. Ta'ahoudati, c'est son nom. Mais cela ne suffira pas à faire taire la colère des médecins résidents. Après 5 mois de grève et 3 mois de sit-in au ministère, les médecins ont rencontré aujourd'hui le ministre de la Santé, Abdallah Ould Wedia. Il serait finalement arrivé à un consensus. La grève est donc désormais suspendue. Quel est donc le terrain d'entente trouvé entre les deux parties? Réponse ce soir. Les jouets de Mohamed Lemine, le porte-parole du syndicat des médecins résidents, s'est exprimé sur le sujet. On l'écoute. طبعا الضمانات التي كانت موجودة في هذا الاتفاق هو Bien sûr, il y a des garanties pour l'exécution de cet accord. Le ministre de la Santé s'est engagé sur les points convenus, tout comme le doyen de la faculté de médecine, qui était présent et qui a signé cet accord avec les médecins résidents aujourd'hui au ministère de la Santé. Je pense qu'il n'y a pas de garantie plus solide que celle-ci, car le doyen de la faculté de médecine et le ministre de la Santé, à mon avis, mettront en œuvre cet accord. On parle d'échecs ce soir. Ce jeu très technique a vu pour la première fois en Mauritanie une femme occuper le titre de championne. Mina Mint Hammam, c'est son nom, et la nouvelle figure du jeu d'échecs en Mauritanie alors que sa victoire est célébrée. La Mauritanie continue d'être très peu représentée sur les podiums de la scène internationale. L'équipe mauritanienne d'échecs connaît un net recul à l'Olympiade mondiale en Hongrie. Elle enchaîne les défaites, y compris contre des équipes moins compétitives comme Eswatini. Cette baisse de performance soulève des questions quant à la gestion interne de la Fédération mauritanienne des échecs. Pour certains, des réformes sont nécessaires afin de reconstituer une équipe plus compétitive. C'est notre sujet pour ce soir. On en parle avec M. Sidi Boudia, champion d'échecs. Il est en direct des États-Unis. M. Sidi Boudia, bonsoir. Quelles sont les raisons principales du déclin des performances de l'équipe mauritanienne d'échecs? Est-ce lié aux crises administratives au sein de la Fédération des échecs? أولا تحية طيبة نشكرك بشكل شخصي وأشكر الأستاذ حنفي للدعاء على السانحة وعلى الفرصة اللي أتاحته لي. Tout d'abord, je tiens à vous adresser mes salutations chaleureuses et à exprimer mes remerciements sincères au directeur Hanafi Daa pour avoir rendu possible cette opportunité et cette plateforme d'expression. Le monde des échecs en Mauritanie traverse actuellement une crise sans précédent dans son histoire. Bien qu'il y ait eu des difficultés dans le passé depuis la création de la fédération, celle-ci est restée gérable. Cependant, la situation a radicalement changé depuis le début de l'année 2021, avec une division profonde au sein des échecs mauritaniens causée par le bureau actuel de la fédération. Cette division a conduit au retrait et à la mise à l'écart de grands joueurs, dont Abdou Rahim, l'une des figures les plus emblématiques des échecs mauritaniens. Ces joueurs, qui ont remporté des titres prestigieux, notamment le championnat d'Afrique, boycottent désormais la fédération. Par ailleurs, de nouvelles alliances se forment et des fractures évidentes apparaissent parmi les joueurs au sein de la fédération. Le problème dépasse maintenant les simples divergences internes. Il s'agit d'une question de corruption systémique qui nécessite des mesures radicales. En raison de cette situation, les performances de l'équipe nationale ont drastiquement diminué et nous nous retrouvons à participer aux Olympiades sans les meilleurs joueurs, tels qu'Abdou Rahim, considéré comme la perle de l'équipe et un champion continental. Cette crise constitue un obstacle majeur à la réalisation de plus grands succès sur la scène internationale et il est donc impératif de la résoudre rapidement. Quel est l'impact de la défection de joueurs comme Abderrahim sur l'équipe? La fédération a-t-elle pris des mesures pour résoudre les conflits avec les joueurs et renforcer l'équipe? Tout d'abord, la Mauritanie ne manque pas de talent. Même le bureau a ses propres talents. Mais ces talents souffrent également, car avant de se rendre aux Jeux olympiques, ils n'ont pas pu être développés et n'ont pas bénéficié d'un entraînement adéquat. Ils n'ont pas été placés dans un environnement propice pour acquérir une expérience de qualité. En dehors de cela, la fédération pratique une politique d'obstination et avance en brûlant les ponts du retour. L'impact sur les résultats est évident, car lors des Olympiades,
Après 8 tours, l'équipe a obtenu 2 victoires et 6 défaites, avec des performances décevantes. La principale raison de cela est l'absence de légitimité, car aucun critère n'a été respecté. On a simplement compté sur des éléments qui, comme les expériences des dernières années et certains résultats de leur précédente participation l'ont prouvé, ne sont pas qualifiés pour représenter l'équipe nationale dans les compétitions internationales. Néanmoins, ils ont été retenus pour les Olympiades. Et cela s'est répété plusieurs fois ces dernières années. Comment évaluer le soutien technique et administratif offert aux jeunes joueurs dans un environnement qui pourrait manquer de préparation et de développement suffisants? Zéro. Il n'en est rien. J'ai une remarque, c'est que les échecs mauritaniens n'ont pas reçu de soutien, et je vous parle en tant qu'opposant politique, ils n'ont reçu de soutien tout long de leur histoire, sauf récemment, après qu'Abdelrahim a remporté le championnat d'Afrique des jeunes, et avant cela, nous avons réalisé des exploits grâce à des efforts individuels, notamment des tournois à Doha. Récemment, les échecs ont été mis en avant et ont reçu un soutien total et absolu de l'État. C'est la meilleure période durant laquelle des entraîneurs ont été mis à disposition. De plus, les activités des clubs ont également évolué. Dans l'ensemble, c'est la meilleure période pour les échecs. Je le dis en toute sincérité. Même si je suis en opposition contre le régime actuel, il faut dire que c'est la meilleure période pour les échecs. L'État a consacré des ressources au service des échecs, grâce à Abdelrahim après sa victoire au championnat africain. Et nous avons maintenant des joueurs connus qui ont remporté des tournois internationaux. Le bureau actuel a profité de ces ressources, mais ensuite, il a renié Abdelrahim, comme il a renié les joueurs qui ont contribué au progrès des échecs à ce niveau. La catastrophe que nous vivons actuellement ne signifie pas du tout que nous n'ayons pas de ressources, mais il nous manque des esprits et une bonne gestion. L'administration actuelle privilégie ses propres intérêts au détriment de l'intérêt général. Pour chaque voyage international en vue de la participation à un championnat, des membres du bureau sont présents, voyageant aux frais du peuple mauritanien, alors que cela n'est pas nécessaire. Un drame tragique a secoué le quartier de l'ancien aéroport à Nouakchott, lorsque le corps sans vie d'un jeune enfant de 5 ans a été retrouvé noyé dans une cuve d'eau sur un chantier. Un reportage de Aminata Fall. Le 6 septembre, à Nouakchott, un enfant de 5 ans, Sidi Mohamed, a été retrouvé noyé dans une cuve d'eau sur un chantier. Il avait disparu depuis 24 heures après sa leçon de Coran. La police a sécurisé la zone et ouvert une enquête analysant attentivement les caméras de surveillance. Un suspect connu sous le nom de Kenko a été arrêté. Un comité d'enquête a été constitué pour déterminer les circonstances de la noyade de Sidi. Après avoir surveillé les caméras, la police a localisé le suspect dans son quartier où il a avoué avoir agressé l'enfant avant de le laisser dans l'eau. La mère de Sidi, Kouria Bint Bob, a appelé les autorités à enquêter sur cet assassinat pour éviter de futures tragédies similaires. Dans cette tragédie qui affecte profondément la communauté de Nouakchott, le décès de Sidi Ould Mohamed pose des interrogations essentielles sur la protection des enfants et l'urgence d'une vigilance renforcée sur les chantiers. L'autopsie a révélé des signes de torture et des contusions à la tête. C'est la fin de cette édition. Pour plus d'informations, suivez nos plateformes sur les réseaux sociaux ou rendez-vous sur notre site web fr.academy.mr.